Quand les Allemands entendaient son nom, ils se préparaient au pire. Partout où Georges Patton apparaissait, une offensive éclair était lancée sans temps mort ni compromis. Il méprisait la défense, n'avait aucune patience pour les retards et ne croyait qu'à la rapidité, à la pression et à l'attaque. Pour les Alliés, c'était un commandant efficace. Pour ses ennemis, une menace réelle. Mais qui était-il vraiment? Un génie militaire ou un dangereux fanatique de la guerre? Le 11 novembre 1885 naquit George S. Patton au Lake Vineyard Ranch de San Gabriel, en Californie, au sein d'une famille aux profondes racines militaires. Fils de George Smith Patton et de Ruth Wilson, il grandit imprégné des valeurs d'honneur, de discipline et de patriotisme incarnées par ses ancêtres lors de conflits majeurs. L'un d'eux, Hugh Mercer, commanda les forces confédérées durant la guerre d'indépendance américaine, notamment lors de la bataille de Princeton en 1777, où il trouva la mort face à l'armée britannique. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille combattirent activement dans l'armée confédérée durant la guerre de sécession. George Smith Patton mena le 22e régiment de Virginie jusqu'à sa mort à la bataille de Winchester, et Wallace Tazewell Patton périt à Gettysburg, perpétuant ainsi un héritage militaire qui influença indéniablement l'éducation de George S. Patton. Dès son plus jeune âge, Patton dut faire face à la dyslexie, un obstacle personnel qui entravait son apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pour surmonter ces difficultés, il suivit des cours particuliers à domicile jusqu'à l'âge de 11 ans, lorsqu'il fut admis à la Stephen Clark School de Pasadena. Cette période marqua profondément sa personnalité. Malgré ses difficultés scolaires initiales, il fit preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une soif insatiable de connaissances, notamment en histoire et en stratégie militaire. Durant son adolescence, il développa une véritable fascination pour les exploits de stratèges et de chefs historiques légendaires tels que Scipion l'Africain, Jules César, Hannibal Barca, Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte et le confédéré John Mosby. Son admiration pour ces figures dépassait la simple appréciation. Il étudia leurs campagnes, leurs tactiques et leurs choix stratégiques, acquérant ainsi une compréhension approfondie de la guerre, de la logistique et du commandement. La littérature classique et la mythologie gréco-romaine furent pour Patton une source de réconfort et d'inspiration. L'Iliade et l'Odyssée rythment ses lectures du soir, façonnant sa conception de l'honneur, du courage et de la gloire guerrière à travers leur héros. Ses aptitudes athlétiques, alliées à son intérêt pour les études, s'affinèrent grâce à sa pratique de divers sports. Son talent pour l'équitation en particulier se révéla être l'un de ses atouts majeurs. Cette compétence lui permit non seulement d'exceller dans les compétitions équestres, mais lui conféra également un avantage certain lors de sa formation d'officier de cavalerie, où la mobilité et la maîtrise du terrain étaient primordiales. La voie militaire était tracée dès son plus jeune âge. À 16 ans, Patton écrivit au sénateur Thomas Barr pour solliciter son admission à l'Académie militaire des États-Unis. Malgré un premier refus dû à ses difficultés en mathématiques, sa persévérance demeura inébranlable. Souhaitant réaliser son ambition, il s'inscrivit à l'Institut militaire de Virginie, où il se distingua par sa discipline, sa rigueur et son esprit de compétition. Son talent de meneur et son dévouement à l'entraînement physique et académique attirèrent l'attention de ses instructeurs. En 1904, grâce à ses performances exceptionnelles, Patton fut admis à la prestigieuse Académie militaire de West Point, institution réputée pour former les meilleurs officiers de l'armée américaine. À West Point, Patton allia études théoriques et entraînement physique et militaire rigoureux. Il excella en escrime, en polo et en football américain, sports dans lesquels il développa son endurance, son agilité et un fort esprit d'équipe. Durant sa formation à l'académie, il subit plusieurs blessures, telles que des fractures et une phlébite, mais ces épreuves ne firent que renforcer sa résilience et sa détermination. En 1907, il sortit major de sa promotion avec les félicitations du jury, lançant ainsi une brillante carrière militaire qui allait faire de lui l'un des généraux les plus légendaires des États-Unis. Ses exceptionnelles aptitudes scolaires et ses impressionnantes performances physiques lors de sa formation à l'Académie militaire de West Point furent remarquables. Il excellait en escrime, en polo et en football américain, sports qui développèrent en lui discipline, endurance et un esprit de compétition féroce. Le football américain lui laissa des séquelles permanentes, 3 fractures du nez et une phlébite. Pourtant, ces blessures contribuèrent à forger son caractère et sa détermination. L'escrime était une autre de ses passions. Georges Patton excellait à cheval, ce qui fit de lui un cavalier hors pair et aiguisa ses compétences pour son futur rôle d'officier de cavalerie, où l'agilité et la connaissance du terrain étaient essentielles.
En 1909, il sortit diplômé de West Point avec le grade de sous-lieutenant de cavalerie, couronnant des années de travail acharné et d'entraînement rigoureux. Parallèlement, Patton menait une vie personnelle stable. Lors d'un voyage sur l'île de Santa Catalina, il rencontra Beatrice Banning Hayes, fille de l'influent industriel bostonien Frederick Hayes. Leur relation se consolida et ils se marièrent le 26 mai 1910 à la ferme Beverly, dans le Massachusetts. Le couple eut 3 enfants, Beatrice Smith, Ruth Ellen et George Patton 4 Romains, qui perpétuèrent plus tard la tradition familiale militaire. Patton concilia avec brio ses responsabilités familiales et une carrière militaire exigeante, donnant toujours la priorité à son entraînement et au perfectionnement de ses aptitudes tactiques et physiques. Parallèlement, Patton fit preuve d'excellentes aptitudes athlétiques. Il fut sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Stockholm de 1912, où il participa au pentathlon moderne, une épreuve multidisciplinaire comprenant l'escrime, la natation, le tir au pistolet, l'équitation et la course de fond. Face à 42 athlètes internationaux de haut niveau, ses performances furent impressionnantes. Il obtint la 3e place en équitation, la 9e en escrime, la 5e aux 4000 mètres, et un résultat controversé au tir au pistolet, discipline qui l'empêcha de monter sur le podium en raison de désaccords sur le score. Ces compétitions mirent en lumière non seulement son adaptabilité physique, mais aussi sa capacité à maintenir sa concentration et sa précision sous pression, des qualités qui influencèrent considérablement sa carrière militaire. Au sein de l'armée américaine, Patton reçut également une reconnaissance particulière. Surnommé maître de l'épée pour sa maîtrise de l'escrime, il créa également le sabre de cavalerie M1913, plus tard connu sous le nom de sabre Patton. Cette arme symbolisait à la fois une avancée technique dans l'armement de la cavalerie et l'approche novatrice et méticuleuse qui caractérisa sa carrière. Ses compétences lui valurent une nouvelle sélection aux Jeux olympiques de 1912, mais les Jeux prévus de 1912 à 1916 à Mexico furent annulés en raison de la Révolution mexicaine et de la rébellion de Pancho Villa, qui déstabilisèrent la région. La même année, le lieutenant Patton retourna au Mexique dans un contexte militaire, servant sous les ordres du général John J. Patton au sein d'une expédition punitive de l'armée américaine. L'opération Pershing visait les forces de Pancho Villa, responsable des attaques de Columbus, Nouveau-Mexique et des massacres de civils. Patton y participa au sein du 1er régiment de cavalerie et connut son baptême du feu lors de cette opération. En mai 1916, il mena un petit groupe de 10 soldats à l'assaut d'une position ennemie, engageant le combat avec les hommes de Villa. Au cours de l'escarmouche, Patton tua personnellement 2 guérilleros, dont Julio Cardena, chef de la garde personnelle de Villa. Cet événement lui valut 2 encoches sur son pistolet en ivoire, symbolisant ses premiers succès au combat. Outre la reconnaissance militaire immédiate, cette rencontre lui apporta une expérience pratique du commandement en situation de combat réel, renforçant son image d'officier audacieux et résolu, prêt à prendre des risques stratégiques. En 1916, George Patton connut son baptême du feu lors de l'expédition de représailles américaines contre Pancho Villa. Cette opération militaire fut lancée suite aux attaques de guérilla villanes au Nouveau-Mexique. Lieutenant du 6e régiment d'infanterie, Patton mena un groupe audacieux de 10 soldats à l'assaut d'un avant-poste ennemi. De manière novatrice, il utilisa 3 automobiles pour le transport et l'assaut, une technique précurseur des déplacements à cheval conventionnels. Au cours de la bataille, Patton fit preuve d'un courage exceptionnel, abattant personnellement plusieurs guérilleros, dont Julio Cardena, un membre important de la sécurité de Villa. Ces actions courageuses et persévérantes ont renforcé son image d'officier intrépide et ont donné naissance à la tradition de graver ses victoires sur la crosse de son pistolet Colt, une pratique qu'il a perpétuée tout au long de sa carrière militaire. En apprenant cet incident, le général John J. Pershing ne put s'empêcher de plaisanter. « Nous avons un véritable hors-la-loi parmi nous », une remarque qui traduisait à la fois l'admiration et l'étonnement face aux exploits audacieux du jeune lieutenant. L'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 entraîna l'envoi de Patton en France en juin, au sein du corps expéditionnaire américain, de nouveau sous le commandement de Pershing. Sa mission fut cruciale pour le développement de la guerre mécanisée américaine. Il se vit confier le commandement du tout nouveau corps des chars, des armes novatrices que Patton préconisait comme la prochaine étape de la cavalerie dans les combats modernes. Pendant son séjour à Paris, il étudia en profondeur le char français Renault FT, utilisé avec succès lors de la bataille de Cambrai, marquant une avancée technologique majeure durant la guerre. De 1917 à 1918,
Patton forma environ 500 équipages de chars américains au maniement du Renault FT, devenant ainsi le seul officier américain possédant une expérience pratique de son utilisation avant même l'arrivée des premières unités sur le front. Son entraînement intensif comprenait des exercices de combat simulés, des manœuvres de coordination entre véhicules et des attaques simulées contre les positions ennemies, jetant les bases des futures tactiques blindées américaines. En août 1918, à la tête de la 304 Brigade blindée, il participa avec succès à la bataille du Saint-Michel, où les chars américains percèrent efficacement les lignes allemandes, puis à l'offensive Meuse-Argonne. Le 25 septembre, lors de la dernière opération, Patton fut grièvement blessé en tentant, seul avec un sergent, de s'emparer d'une colline, faisant preuve d'audace et d'impulsivité, ainsi que d'un goût prononcé pour les risques extrêmes. Un mois plus tard, la guerre prenait fin et Patton fut décoré de la Purple Heart pour sa bravoure et son leadership. En 1919, il rentra aux États-Unis et fut affecté au camp Meade, dans le Maryland, avec le grade de capitaine, où il officiait comme instructeur. Sa réputation de commandant intransigeant et rigoureux s'y consolida. Il imposait une discipline stricte, ne tolérait aucune erreur et exigeait le respect de ses subordonnés, témoignant ainsi de sa fierté pour ses origines et sa formation militaire. Pour de nombreux stagiaires, son style rappelait celui des officiers prussiens, ce qui amena certains à le qualifier de despote inflexible, bien que son commandement et ses compétences fussent incontestables. Sous son commandement, les soldats furent profondément marqués par ses méthodes d'entraînement rigoureuses et sa quête inlassable de l'excellence. Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, Patton perfectionna ses compétences et ses connaissances en dispensant des cours dans diverses casernes, notamment à Fort Mier en 1920 et à l'école de cavalerie de Fort Riley de 1922 à 1923. Il y enseigna non seulement les tactiques de cavalerie et le commandement militaire, mais initia et affina également des idées sur la guerre mécanisée, qui seraient plus tard utilisées par les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. L'enthousiasme de Patton pour la modernisation de la cavalerie et l'exploration de nouvelles technologies dépassa le cadre académique. Il mena des recherches sur la mobilité, la coordination des unités et l'intégration des véhicules blindés dans la stratégie militaire, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir la doctrine blindée américaine. En dehors de sa carrière militaire, Georges Patton s'est fait connaître pour des actes de bravoure qui ont mis en lumière son caractère intrépide et résolu, bien au-delà des champs de bataille. En 1923, lors d'une croisière paisible sur un yacht luxueux amarré à Salem, dans le Massachusetts, Patton sauva héroïquement plusieurs enfants de la noyade en plongeant sans hésiter dans l'eau. Peu après, il fit de nouveau la une des journaux en déjouant un enlèvement. Armé de son seul pistolet, il affronta 3 hommes qui tentaient d'enlever une femme de force et les força à battre en retraite. Ces 2 incidents renforcèrent l'image de Patton comme un homme courageux et audacieux, capable d'agir avec rapidité et détermination, que ce soit sur le champ de bataille ou en situation civile, et soulignèrent son courage aux yeux du public américain. En 1925, le général Patton était en poste à la tête de la division hawaïenne, stationné dans la caserne d'Honolulu, où il supervisait la défense des îles. Lors de ses inspections, il n'hésita pas à qualifier les installations et le niveau de préparation défensive de médiocre et insuffisant, prévoyant ainsi une vulnérabilité potentielle face à une éventuelle attaque étrangère. Ces avertissements furent ignorés par la hiérarchie militaire, mais se révélèrent prophétiques près de 20 ans plus tard avec l'attaque japonaise dévastatrice de Pearl Harbor, mettant en lumière d'importantes failles dans la défense régionale américaine. À Hawaï, Patton ne se contenta pas de superviser les fortifications et l'entraînement. Il préconisa également la modernisation des unités de cavalerie et l'étude des stratégies mécanisées, anticipant ainsi l'évolution future de l'armée américaine vers le combat blindé. De 1927 à 1931, Patton fut en poste au bureau du chef de la cavalerie à Washington, D.C., où il élabora et consolida ses théories sur le combat mécanisé. Fervent défenseur de l'indépendance des unités blindées vis-à-vis de l'infanterie, il considérait que ces dernières devaient opérer une vision novatrice pour l'époque, préfigurant les stratégies blindées déployées par les forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale. Ses travaux portaient notamment sur la synchronisation des unités, leur mobilité, les tactiques de pénétration et l'intégration des chars dans les manœuvres rapides, autant d'aspects qui s'avérèrent essentiels aux opérations de sa troisième armée. En 1932,
Un incident controversé marqua la carrière de Patton lorsqu'il rejoignit le général Douglas MacArthur à la tête de 600 soldats pour disperser la Bonus Army, un groupe d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale rassemblés à Washington pour réclamer le versement immédiat de leur pension. Bien qu'ayant été compagnon d'armes, Patton fut contraint d'utiliser les baïonnettes et les grenades lacrymogènes pour disperser le rassemblement, un acte qu'il jugea déplaisant et qui lui valut des critiques tant internes qu'externes à l'armée. Cet événement n'entravera pas sa progression de carrière. En 1934, il fut promu lieutenant-colonel et peu après reprit le commandement de la division hawaïenne, renforçant ainsi son influence sur la réorganisation des troupes du Pacifique et la formation des officiers aux méthodes de combat modernes. Sa carrière ne fut pas exempte d'épreuves personnelles. En 1937, lors d'un exercice militaire évaluant la mobilité et la coordination des unités, Georges Patton se fractura gravement la jambe, ce qui l'obligea à s'absenter brièvement du service actif. La blessure constitua un revers majeur pour le général, perturbant sa carrière non seulement sur le plan professionnel, mais l'empêchant également de participer directement aux activités qui lui étaient chères, telles que les exercices de cavalerie, les inspections sur le terrain et la supervision de l'entraînement des troupes. Durant sa convalescence, Patton mit ce temps à profit pour approfondir la théorie militaire, étudier les manuels de tactique de cavalerie et se replonger dans l'histoire des batailles décisives, analysant les mouvements, les stratégies et les décisions des commandants, d'Hannibal à Napoléon, dans le but d'appliquer ces enseignements lors de futurs engagements. Une fois rétabli en 1938, Patton fut nommé commandant du 5e régiment de cavalerie au Texas, avec le grade de général. Ce poste lui offrait une plateforme idéale pour expérimenter la modernisation de la cavalerie, préfigurant le passage imminent aux unités motorisées et blindées. Il mit en œuvre des stratégies combinant cavalerie et forces motorisées, évaluant la vitesse, la synchronisation entre les unités et l'utilisation conjointe d'armements légers et lourds. Il préconisa également des entraînements nocturnes et des exercices logistiques en terrain difficile, conscient que la guerre moderne exigerait à la fois rapidité et adaptabilité aux différents environnements et scénarios de combat. De plus, Patton manifesta un enthousiasme croissant pour la mécanisation afin de constituer des forces rapides pour les pénétrations en profondeur et les manœuvres de flanc, tactique qu'il emploiera par la suite avec succès à la tête de la 3e armée américaine en Europe. Sa méthodologie englobait la préparation physique et mentale de ses troupes, insistant sur une discipline rigoureuse, un commandement actif et une prise de décision rapide des principes qu'il considérait indispensables à la victoire dans les affrontements de grande envergure. Durant cette période, il intensifia sa collaboration avec différentes divisions de l'armée, étudiant la coordination entre l'infanterie, l'artillerie et les unités motorisées, ainsi que le renforcement tactique de l'aviation. Patton comprit que la guerre moderne dépassait les engagements de cavalerie conventionnels et les stratégies frontales, exigeant une approche unifiée où la mobilité, la surprise et la rapidité d'exécution étaient essentielles. Par conséquent, son passage au Texas non seulement consolida son image de commandant rigoureux et discipliné, mais lui fournit également le cadre intellectuel et pratique nécessaire à ses succès exceptionnels durant la guerre, de la libération de Normandie à la remarquable campagne d'Allemagne. Son expérience du passage de la cavalerie aux unités mécanisées influença considérablement sa vision stratégique, anticipant la guerre blindée qui allait dominer les champs de bataille européens quelques années plus tard. L'année 1939 marqua le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, incitant la 3e armée américaine à faire appel à Georges Patton. Sa mission, structurer et renforcer la branche blindée naissante, une composante militaire qu'il envisageait comme une évolution de la cavalerie traditionnelle. Patton était convaincu que les chars ne devaient pas se contenter d'accompagner l'infanterie, mais opérer de manière autonome, capable de percer rapidement et efficacement les lignes ennemies, un concept visionnaire qui allait devenir le fondement de la guerre mécanisée alliée. Le 4 avril 1941, Patton fut officiellement nommé commandant de la 2e division blindée, qui disposait de plus d'1 millier de chars de modèles variés, tels que le M3 Stuart et le M3 Lee. Malgré leur blindage et leur puissance de feu inférieures à ceux des Panzers allemands, ces véhicules allaient constituer l'épine dorsale des forces blindées américaines. L'attaque de Pearl Harbor en 1941, qui entraîna les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, eut un impact considérable sur le commandement de la division de Patton.
L'entraînement théorique et expérimental laissa place à une préparation intensive en vue d'un conflit mondial. Tout au long de l'année 1942, Patton orchestra des exercices de grande envergure dans la vallée impériale de Californie, supervisant des manœuvres simulant les combats en milieu désertique et en terrain découvert. Ces exercices permirent à ses troupes de se familiariser avec les manœuvres rapides et la coordination des unités blindées, de l'artillerie et du soutien logistique. L'approche de Patton en matière d'entraînement était rigoureuse et exigeante, ne tolérant aucune erreur et mettant constamment l'accent sur la rapidité, la précision et l'agressivité lors de chaque exercice. Durant cette phase, il prononça l'une de ses célèbres phrases « Le but n'est pas de mourir pour sa nation, mais de faire perdre la sienne à l'ennemi », résumant ainsi sa conviction dans la guerre offensive et sa détermination. Le 8 novembre 1942, Patton lança l'opération Torche, marquant le premier débarquement américain en Afrique du Nord, et plus particulièrement au Maroc, alors sous contrôle français de Vichy. Son empressement à engager le combat le conduisit à commettre une erreur précoce. Il ordonna au croiseur USS Augusta de tirer sur la côte pour neutraliser d'éventuelles défenses, ce qui provoqua une riposte immédiate des batteries françaises et entraîna des dégâts sur les barges, ainsi que des pertes parmi les troupes débarquées. Malgré ce chaos initial, sa progression ne s'arrêta pas. À l'aube, ces 33 000 soldats débarquèrent entre Médié et Fidala, se heurtant à une forte résistance des forces françaises de Vichy. Après de nombreuses heures de combat, Patton pénétra les fortifications ennemies et progressa de 25 km avec ses divisions blindées, entrant finalement dans Casablanca et sécurisant la ville, ainsi que le Maroc pour les Alliés. Ce triomphe renforça sa réputation de commandant audacieux, capable d'allier agressivité et ingéniosité tactique. Cependant, début 1943, les forces américaines subirent un revers important lors de la bataille du col de Kasserine face au corps d'armée aguerri de Rommel en Tunisie. Cette défaite révéla des failles dans le commandement américain, un manque de synchronisation et une préparation insuffisante des troupes pour contrer les stratégies de guerre de mouvement allemandes. En conséquence, le général Loide Fredendall, alors à la tête du 2e corps d'armée, fut relevé de ses fonctions. Le 7 mars 1943 d. Le général Georges Patton, nommé commandant suprême des forces alliées par Eisenhower, fut chargé de réorganiser les forces et de reprendre l'offensive pour les Alliés, à la tête du I-Corps. Malgré des désavantages tactiques et des chances apparemment insurmontables lors de la bataille d'El-Guettar contre l'Afrika Korps, Patton remporta la victoire, devenant ainsi le premier général américain à réaliser cet exploit. Sa tactique, fondée sur la mobilité des chars, les attaques surprises et une coordination précise de l'artillerie, permit de surmonter efficacement la supériorité apparente des forces italo-allemandes. Cette campagne entraîna environ 6 000 pertes du côté de l'Axe et la destruction de 40 chars, tandis que les Américains, malgré de lourdes pertes, environ 5 000 hommes et la destruction de 55 unités blindées, portèrent un coup stratégique décisif, démontrant la capacité de l'armée américaine à tirer rapidement les leçons de ses erreurs et à contrer efficacement la menace allemande. La victoire d'El-Guettar a consolidé le statut de Patton comme commandant audacieux et résolu, marquant un tournant décisif dans la campagne d'Afrique du Nord. Elle a remonté le moral des forces alliées et préparé le terrain pour les offensives suivantes qui ont finalement chassé l'Axe d'Afrique. Cet exploit était d'autant plus remarquable que les Américains utilisaient des chars Sherman et Stuart, légers et faiblement blindés, contre des adversaires redoutables comme les Panzer III romains, Panzer IV romains et le Tiger, armés d'un canon de 88 mm, l'une des armes les plus meurtrières de son époque. La réputation de Patton a explosé après El-Guettar, lui valant d'être comparé au renard du désert Rommel. Il a rapidement traversé le Sahara, utilisant son avion personnel Stinson Voyager pour superviser les mouvements de ses troupes dans le désert. Sa campagne a culminé avec l'opération Vulcan en 1943, suite à la prise du port de Bézut, concluant ainsi la campagne de Tunisie. À cette époque, Patton, animé par sa passion pour l'histoire militaire, se proclama successeur spirituel d'Hannibal Barca lors d'une visite des vestiges de Zama, où Hannibal fut vaincu par Scipion l'Africain en 202 av. J.C. Le 10 juillet 1943, il prit le commandement de la C.E. armée américaine lors de l'opération Husky, l'assaut allié sur la Sicile. Ses troupes débarquèrent sur un front de 80 km au sud de l'île, avec pour objectif initial la prise de Gila. Pendant 3 jours, il mena d'intenses combats contre les défenseurs italiens et repoussa une contre-attaque menée par des chars Tiger, avec l'aide de son conseiller stratégique,
le général Omar Bradley, commandant du 2e corps d'armée. En Sicile, Patton se trouva face à un adversaire redoutable en la personne du maréchal britannique Bernard Montgomery, commandant de la 8e armée. Montgomery ambitionnait de s'emparer du port de Messine, mais ses troupes furent retardées à Catane par une forte résistance italienne et allemande. Une rivalité acharnée s'installa entre les deux généraux. Montgomery était méticuleux et prudent, tandis que Patton était impulsif, agressif et audacieux. Des conflits s'ensuivirent. Désireux d'avancer plus vite, Patton sollicita l'approbation de son supérieur, le général Harold Alexander, pour lancer une attaque sur Palerme, dans le but d'encercler les forces italo-allemandes. Dans un premier temps, Alexander refusa le plan afin d'éviter un affrontement entre Britanniques et Américains. Cependant, impatient, Patton lança un ultimatum. « Général, je vous implore de me libérer de ces contraintes et de laisser la 6e armée progresser vers le nord, prendre Palerme et couper l'ennemi en deux. » Alexander finit par céder. Le 22 juillet 1943, Patton s'empara de Palerme et fit 44 000 prisonniers italiens. Entamant sa rapide progression le long de la côte nord de la Sicile en direction de Messine, il ambitionnait de devancer Montgomery. Le 17 août, ses divisions blindées accostèrent au port quelques minutes avant les troupes britanniques, s'assurant ainsi la Sicile, une des victoires les plus importantes de Patton. Non seulement il surpassa Montgomery, mais ce triomphe renforça la suprématie militaire des États-Unis sur le Royaume-Uni au sein de l'Alliance. Cependant, ce succès faillit être éclipsé par un événement qui menaça sa carrière. Durant la campagne, dans un hôpital de campagne près de Troina, Patton rencontra des soldats grièvement blessés qui l'encouragea. En partant, il croisa un jeune soldat assis sur une caisse, apparemment indemne. Intrigué, il lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» Le soldat répondit « Rien, général, je n'en peux plus. » Le soldat souffrait d'un mal courant dans les conflits modernes, la fatigue de combat. L'épisode de l'hôpital de Troina reste l'un des plus controversés de la carrière de Patton. Son impact dépassa largement le cadre de l'événement lui-même, influençant l'opinion publique et la stratégie des Alliés en Méditerranée. Patton interpréta la réaction apparemment indifférente, voire craintive, du soldat comme une atteinte à la discipline militaire et au courage de ses troupes, valeurs qu'il considérait comme sacrées. Son impulsivité et son sens inflexible de l'honneur le poussèrent à agir promptement, sans réfléchir aux conséquences. Il en résulta une gifle infligée au jeune homme, un geste jugé extrême. Cependant, il reflétait sa ferme conviction que la lâcheté était intolérable sous son commandement. Contre toute attente, le soldat, malgré son humiliation, reconnut l'autorité de Patton et reprit du service, participant même activement aux batailles suivantes. L'affaire dépassa les murs de l'hôpital, parvenant aux médias par des sources non officielles avant d'être amplifiée par l'influent journaliste Drew Pearson. La couverture médiatique contenait des propos sensationnalistes dépeignant Patton comme un officier violent et indiscipliné, déclenchant un débat national sur la discipline militaire et les limites du traitement des soldats blessés ou traumatisés. Cette situation provoqua l'indignation du Congrès et du public, de nombreux éditoriaux réclamant sa destitution et un sénateur demandant sa comparution devant une cour martiale. De nombreuses familles de soldats estimaient que leur fils était maltraité, ce qui accentua la pression politique et sociale sur la haute hiérarchie. Face à cette situation critique, Dwight D. Eisenhower, conscient des dégâts potentiels du scandale, releva temporairement Patton de toutes ses fonctions pendant 1 an, l'empêchant ainsi de participer aux opérations cruciales en Italie. Le limogeage de Patton eut des conséquences tactiques considérables. En son absence, des généraux moins audacieux et plus prudents menèrent les forces américaines dans la péninsule italienne, ce qui ralentit l'avancée alliée et permit aux troupes de l'Axe de renforcer leur position défensive. Si Patton avait été actif, il aurait pu saisir plus rapidement des avantages tactiques et ainsi raccourcir la durée de la campagne. Pendant ce temps, alors que le conflit se poursuivait, Patton était stationné en Grande-Bretagne, où il donnait des conférences, concevait des unités fictives pour des opérations de diversion et préservait son prestige auprès de ses pairs. Toutefois, son image publique en souffrit temporairement. Malgré cet incident, sa réputation militaire demeura intacte, renforçant au contraire son image de commandant inflexible, connu pour pousser ses hommes dans leurs retranchements et privilégier l'efficacité militaire avant tout, même sous le feu des projecteurs politiques et médiatiques. Ce mélange de controverses, de discipline de fer et de prouesse stratégique devint sa marque de fabrique durant la Seconde Guerre mondiale,
prouvant que même les erreurs publiques pouvaient être gérées efficacement pour préserver la cohésion des troupes et leur efficacité au combat dans les situations critiques. Inactif entre fin 1943 et début 1944 en Grande-Bretagne, Georges Patton conserva une présence constante dans les sphères publiques et militaires, bien qu'éloigné des champs de bataille. Durant cette période, il donna des conférences sur les stratégies blindées et le commandement militaire, tout en accordant de nombreuses interviews à divers médias, où il afficha sans complexe sa personnalité franche et controversée. Ses critiques à l'égard de l'Union soviétique, alors alliée des États-Unis et de la France libre, reflétaient non seulement son mépris pour ce qu'il percevait comme une indécision politique, mais aussi sa conviction stratégique de la nécessité de résoudre les conflits rapidement et efficacement. On le voyait souvent lors de manifestations publiques en compagnie de son chien Guillermito, un petit terrier qu'il adorait et qu'il présentait fréquemment, créant une image à la fois attachante et excentrique, suscitant sympathie et curiosité. Eisenhower, reconnaissant l'immense talent de Patton et sa capacité à influencer le moral des troupes et la perception de l'ennemi, l'intégra stratégiquement à l'opération Fortitude. L'opération reposait sur une ruse complexe visant à tromper le haut commandement allemand quant au véritable site de débarquement des Alliés en Europe de l'Ouest. À la tête de cette fictive première armée américaine, une unité n'existant que sur le papier, furent déployés de faux postes radio et des chars gonflables en caoutchouc, positionnés à des endroits simulés. Compte tenu de sa notoriété auprès des Allemands, le haut commandement nazi était convaincu que Patton mènerait l'invasion principale par le Pas-de-Calais. La supercherie s'avéra efficace, contribuant largement au succès du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, en rencontrant une résistance moindre que prévu et en établissant ainsi une tête de pont solide pour les Alliés. Après avoir mené à bien sa mission de désinformation, et près d'un an après sa suspension suite à l'incident de l'hôpital de Sicile, Patton fut réintégré par Eisenhower et prit le commandement de la 3e armée américaine durant l'été 1944. Dans son rôle de commandement, Omar Bradley, ancien compagnon de campagne et désormais commandant du 2 groupe d'armées, supervisa les actions de Patton. Dès sa prise de fonction, Patton fit preuve de son audace et de son sens stratégique habituel. Lors de l'offensive d'Avranches, il lança une attaque éclair qui perça les lignes allemandes, isolant d'importantes unités ennemies en Bretagne, désarmant la base navale fortifiée de Brest et écrasant la résistance organisée des divisions d'occupation. Plus tard, lors de l'opération Cobra, Patton exécuta une manœuvre de flanc, permettant à ses divisions de se diriger vers la Normandie et de bloquer la poche des Falais. À ce moment-là, environ 60 000 soldats allemands, encerclés et incapables de s'échapper, finirent par se rendre. Cette opération illustra la combinaison de rapidité, d'agressivité et de coordination qui caractérisait l'approche de Patton, des chars progressant de concert, une infanterie protégée et un appui aérien incessant semant la panique dans les rangs ennemis. Ce triomphe a consolidé sa position parmi les commandants les plus illustres du conflit, éclipsant du même coup le maréchal britannique Bernard Montgomery, bloqué depuis des semaines à Cannes. La capacité de Patton à reprendre rapidement l'élan de l'offensive alliée et à exploiter les erreurs ennemies a été une démonstration exemplaire de son génie opérationnel, renforçant non seulement son commandement militaire, mais aussi son rôle indispensable dans la stratégie de la campagne de l'Ouest. Après son éclatante campagne de Normandie, George S. Patton est devenu un symbole de la vigueur offensive américaine. Son talent pour la guerre de mouvement et son audace stratégique tactique ont été largement reconnus, et il n'a pas hésité à faire preuve de son humour ironique caractéristique. Louant ses troupes, il prononça l'une de ses citations les plus célèbres, « Ce sont des files de canon, menés par le plus grand des files de canon ». Cette phrase, prononcée à propos de lui-même, reflétait à la fois sa confiance dans les capacités de ses soldats et son humour audacieux, capable de les galvaniser et de les unir même lors des combats les plus acharnés. Une fois l'opération terminée, Patton n'hésita pas à agir sans ordre ni coordination bureaucratique avec ses supérieurs. Convaincu que la rapidité et l'initiative étaient cruciales, il fonça vers la frontière du Troisième Reich, avec pour objectif de pénétrer profondément en territoire allemand et d'écourter significativement la guerre. Cependant, la logistique posait problème. Ces unités blindées furent immobilisées près de Verdun, faute de carburant. Ce n'était pas un détail. Dwight D. Eisenhower et Omar Bradley réduisirent délibérément les approvisionnements en essence, craignant que Patton ne lance une attaque catastrophique s'il se retrouvait isolé en territoire ennemi, sans couverture aérienne ni renfort.
L'irritation de Patton fut immédiate. Convaincu que son approche agressive et rapide était la meilleure façon de vaincre l'ennemi, il n'hésita pas à accuser ses supérieurs de favoriser le maréchal britannique Bernard Montgomery, dont la progression plus lente contrastait fortement avec l'audace américaine. Avec sa franchise habituelle, il déclara « Si vous m'aviez laissé faire, j'aurais mis fin à la guerre, en 10 jours, j'aurais atteint le Rhin ». L'ironie de la situation n'échappa pas aux subordonnés de Patton, qui comprirent qu'il pensait avoir l'occasion de porter un coup décisif. Contraint par ses ressources, Patton concentra son offensive sur la Lorraine, région stratégiquement importante à la frontière franco-allemande. Chaque kilomètre parcouru signifiait une bataille acharnée et sans merci à travers d'épaisses forêts et les défenses allemandes, durant 2 mois de combats exténuants. Le 23 novembre 1944, la 3e armée s'empara de la forteresse de Metz, réputée imprenable, une victoire qui lui conféra un avantage stratégique et une immense valeur morale. Elle démontra que même face à des fortifications quasi médiévales modernisées avec une artillerie contemporaine, la détermination et des tactiques rapides pouvaient percer les lignes ennemies. Immédiatement après, en décembre, les Allemands lancèrent leur dernière offensive massive sur le front occidental, la bataille des Ardennes. Cette attaque surprise frappa les forces alliées en Belgique et au Luxembourg, décimant plusieurs divisions américaines et laissant la 101e division aéroportée bloquée à Bastogne. La situation était critique. Dans une situation désespérée, les soldats enduraient des températures glaciales, des pénuries de ravitaillement et des assauts incessants de l'artillerie et des blindés allemands. Le moral était au plus bas et l'effondrement total semblait imminent. À ce moment critique, Eisenhower se tourna vers Patton, le seul général réputé pour sa rapidité de décision et son génie tactique. Interrogé par le commandant suprême sur le délai nécessaire pour réorganiser ses forces en vue du ravitaillement de Bastogne, Patton répondit instantanément « Maintenant ». Cette réponse illustrait non seulement son courage, mais aussi sa conception de la guerre comme un art où l'action immédiate pouvait influencer le cours des événements. Patton déploya ses divisions blindées avec une rapidité stupéfiante. Malgré la tempête de neige, les approvisionnements épuisés et la supériorité technologique des chars allemands, sa 3e armée progressa rapidement à travers les forêts belges, déjouant les embuscades et les résistances isolées. La synergie avec l'aviation alliée était cruciale. Bombardiers et chasseurs ont ouvert des brèches, détruit les bastions de la résistance et préparé le terrain pour les chars américains. Le subtil mélange de planification rigoureux et d'adaptabilité instantanée, caractéristique de Patton, a permis la libération rapide de Bastogne. L'issue de l'opération fut aussi surprenante que spectaculaire. Les chars de la 3e armée ont pris d'assaut Bastogne, libérant la 101e division aéroportée et renforçant le front occidental. L'action de Patton a non seulement sauvé des milliers de soldats encerclés, mais a également contrecarré l'offensive allemande, anéantissant les derniers espoirs du Troisième Reich de renverser la situation en Europe occidentale. Par son audace, Patton a prouvé que la rapidité, l'agressivité et l'initiative pouvaient vaincre même un ennemi puissant et bien préparé, confortant sa réputation de stratège parmi les plus brillants et les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. Ces colonnes blindées ont progressé rapidement vers le nord, dans des conditions quasi impossibles. Dans les violentes tempêtes de neige hivernale, les chars allemands, mieux équipés, les approvisionnements rares et l'absence de couverture aérienne alliée permirent à la Luftwaffe de dominer le ciel. Sous le commandement du maréchal Gerd von Rundstedt, les troupes allemandes poursuivirent leur progression, leurs rangs décimés par les embuscades en forêt et la fatigue des combats. Pour la première fois, Patton se trouva face à une défaite imminente. Désemparé, il se tourna vers la foi et chargea son aumônier, James O'Neill, de composer une prière pour une météo favorable. Convaincu que le ciel dégagé était essentiel à l'intervention alliée, Patton vit sa foi se réaliser. Le lendemain matin, le soleil brillait. L'offensive menée par Patton à travers l'Allemagne début 1945 mit en lumière son audace stratégique et son talent pour la guerre de mouvement. Après la libération de Bastogne, ses troupes refusèrent de se contenter de positions défensives et lancèrent une offensive tenace, tirant parti de leur supériorité mécanique et du moral élevé de leurs hommes. La ligne Siegfried, considérée comme quasi impénétrable par les Alliés, ne découragea pas Patton. Grâce à des assauts synchronisés d'artillerie, d'infanterie et de divisions blindées, il perça les lignes allemandes, forçant l'ennemi à battre en retraite sous une pression incessante. Sous son commandement, la 3e armée progressa rapidement à travers le Palatinat, naviguant sur un terrain difficile,
des forêts vallonnées et des rivières qui exigeaient ingéniosité et une logistique irréprochable. Patton supervisa lui-même le déploiement de ses divisions, utilisant des cartes détaillées et son sens tactique aiguisé pour orchestrer des attaques sur différents fronts. La prise de villes clés revêtait une importance non seulement stratégique, mais aussi symbolique. Trèves, Coblence et Mayence constituaient d'importants nœuds de communication et de transport pour la Wehrmacht, et leur prise perturba les voies d'approvisionnement et de repli allemandes, accélérant la détérioration du front occidental. En Alsace et en Sarre, Patton se heurta à une résistance plus organisée et acharnée. Conscients d'affronter la 3e armée, les soldats allemands tentèrent de retarder l'offensive par des embuscades, des mines et des attaques surprises, mais la rapidité de réaction et la discipline des troupes américaines, conjuguées à l'utilisation intensive de blindés et à l'appui aérien, rendirent vaines toutes les tentatives visant à contrer Patton. Une coordination efficace avec l'aviation alliée s'avéra cruciale. Avions tactiques, bombardiers et chasseurs ciblèrent les positions fortifiées et les colonnes de renforts, permettant ainsi aux chars de progresser sans être entravés par de longs arrêts. Le moral des troupes de Patton demeurait optimiste. Caractérisé par son charme et son franc-parler, il insuffla confiance à ses officiers et à ses troupes, se rendant fréquemment sur le front et maintenant une communication sans faille entre les différents corps d'armée. Son humour sarcastique et sa camaraderie avec ses hommes, bien que parfois conflictuels, favorisèrent un esprit combatif qui mena à des victoires rapides et décisives. La prise de Trèves avec seulement 2 divisions, au mépris des avertissements de Bradley, illustra parfaitement sa philosophie. Prendre l'initiative et faire preuve d'audace permettait de déjouer une planification méticuleuse et la supériorité numérique de l'ennemi. Chaque ville conquise par Patton affaiblissait les défenses allemandes et précipitait l'effondrement du Reich. La position stratégique de Coblence et de Bingen sur des voies navigables essentielles garantissait la domination alliée sur la Moselle, tandis que Mayence, Worms et Ludwigshafen étaient cruciales pour l'industrie et les infrastructures de transport. La rapidité de l'offensive prit même les Alliés par surprise. Le 22 mars 1945, le général Georges Patton accomplit un geste décisif dans sa carrière, la traversée du Rhin. La construction rapide d'un pont improvisé par ses ingénieurs permit à la 3e armée américaine de franchir le fleuve redoutable avant toute réaction allemande. Ce mouvement tactique encercla environ 37 000 soldats allemands, les empêchant de réorganiser leur ligne de défense. Omar Bradley et ses collègues généraux observèrent que ce rythme effréné établit une norme pour la guerre mécanisée future de la Seconde Guerre mondiale, confirmant ainsi la réputation de Patton comme l'un de ses stratèges les plus audacieux. Patton, avec son esprit et son assurance habituelle, écrivit à son ami et commandant Omar Bradley, « Brad, informe tout le monde que la 3e armée a franchi le Rhin avant Montgomery. » Cet événement constitua non seulement une victoire stratégique, mais aussi une victoire symbolique qui renforça sa position auprès des Alliés et de ses adversaires, notamment Montgomery, dont la prudence contrastait fortement avec l'audace de Patton. Après le franchissement du Rhin, Patton poursuivit son offensive, menant des progressions implacables à travers l'Allemagne et réduisant à néant les fortifications ennemies. Durant cette phase, il captura 82 000 soldats allemands à un coût minimal pour ses forces, ne déplorant que 1043 pertes. La rapidité et la puissance de ses mouvements soulignèrent l'efficacité de sa stratégie combinant blindés, infanterie et appui aérien, une méthode qu'il avait perfectionnée au fil des années lors des campagnes précédentes. En avril 1945, la 3e armée progressa vers la Ruhr, région industrielle stratégique essentielle à la production militaire allemande. Lors d'une opération éclair, les troupes de Patton encerclèrent environ 400 000 soldats allemands, qui se rendirent avec une résistance minimale, établissant un record du nombre de prisonniers capturés par un seul général allié durant toute la guerre. Cette victoire affaiblit considérablement les défenses allemandes et précipita l'effondrement du Troisième Reich. L'offensive finale de Patton consista en une progression rapide d'environ 50 km par jour vers l'Elbe et la Bavière, permettant la conquête d'environ 84 860 km² de territoire allemand. Les unités sous le commandement de Patton, alliant mobilité et puissance de feu avec une grande efficacité, infligèrent de lourdes pertes à l'armée allemande. 20 100 morts, 47 700 blessés et 653 140 prisonniers. En comparaison, la 3e armée subit des pertes moins importantes, 2020 morts, 7 954 blessés et 91 disparus. Après la Bavière, la 3e armée pénétra en Tchécoslovaquie et s'empara de l'ouest de la Bohême.
Après une violente escarmouche, Pilsen tomba aux mains des troupes de Patton le 6 mai 1945. Malheureusement, Patton ne put progresser vers Prague en raison d'accords diplomatiques entre Washington et Moscou qui confiaient le contrôle de la capitale tchèque à l'armée rouge. Cet obstacle déplut fortement à Patton, qui alla jusqu'à accuser le haut commandement américain d'infiltration communiste, entravant ainsi ses opérations. Néanmoins, le succès global de sa campagne fut remarquable. Des premiers engagements en Afrique jusqu'à la prise de Pilsen, Patton mena ses troupes à la conquête d'environ 210 000 km² de territoire ennemi. Son talent pour allier rapidité, agressivité et logistique stratégique, appuyé par l'aviation, transforma la Troisième Armée en une redoutable machine de guerre, faisant de Patton l'un des généraux les plus brillants et les plus redoutés de la seconde période de la Seconde Guerre mondiale. Cette série de triomphes renforça non seulement sa réputation militaire, mais laissa également une empreinte indélébile sur l'histoire de la guerre, démontrant que l'audace et l'initiative pouvaient radicalement changer le cours des conflits. Après la victoire des Alliés en Europe, Georges Patton dut faire face à une situation délicate qui mit à l'épreuve sa carrière militaire et sa vision personnelle de la guerre et de l'occupation. Pour un homme habitué aux combats et commandant d'importantes unités, les tâches administratives et la supervision des territoires occupés devinrent une source de frustration constante. En juin 1945, Patton sollicita son déploiement dans le Pacifique pour combattre l'Empire japonais, convaincu que son leadership pourrait accélérer la fin du conflit asiatique. Cependant, sa proposition fut rejetée. Il fut alors chargé de fonctions administratives en Allemagne, d'abord comme commandant provisoire de Bavière, une région cruciale de par son importance stratégique et son passé récent sous le régime nazi. Durant son affectation en Allemagne, Patton défendit une stratégie d'occupation inhabituelle et controversée. Il estimait que les anciens responsables nazis pouvaient contribuer à la reconstruction du pays s'ils se montraient compétents et connaissaient bien la région. Cette position suscita de vives critiques, tant au sein de l'armée que dans l'opinion publique internationale, car elle était perçue comme une forme d'indulgence envers les auteurs des atrocités nazies. Patton justifia son point de vue par un raisonnement pragmatique. L'objectif principal était de stabiliser l'Allemagne d'après-guerre et d'établir une administration alliée efficace, afin de prévenir tout désordre administratif susceptible de favoriser l'émergence de groupes communistes ou radicaux au sein du pays. Le franc-parler et la personnalité directe de Patton ont souvent provoqué des polémiques publiques. Il a ouvertement critiqué l'Union soviétique, ancienne alliée des États-Unis, et a tenu des propos controversés concernant diverses communautés, ainsi que la politique d'occupation américaine. Il s'est même engagé dans une vive altercation avec le maréchal soviétique Georgi Zhukov, témoignant de sa méfiance face à l'expansion communiste en Europe et de son mécontentement quant à la collaboration des Alliés dans le cadre des accords de Potsdam et autres accords d'occupation. Ces actions, conjuguées à sa popularité médiatique et à sa réputation d'irrévérence, ont déclenché une vive controverse politique et militaire, tant aux États-Unis qu'en Europe. Le point culminant fut atteint le 7 octobre 1945, lorsque les autorités américaines décidèrent de le muter du commandement de la 3e armée à celui de la 5e armée. La mission principale de cette dernière était la dénazification et le contrôle administratif en Allemagne. Patton accepta ce poste avec un mécontentement manifeste et un sentiment d'humiliation, le considérant comme inférieur à son expérience de commandement d'unités combattantes. Cette mutation souligna le conflit entre ses compétences militaires et son tempérament conflictuel. Stratège brillant, ses opinions et son caractère entrèrent en conflit avec la politique d'occupation officielle et la nécessité de préserver l'harmonie diplomatique avec les Alliés. À la tête de la 5e armée, Patton persista à mettre en œuvre son expertise militaire et ses méthodes habituelles. Il évalua méticuleusement les autorités locales, entretint le moral des troupes et géra rigoureusement les procédures administratives, cherchant à accélérer la reconstruction sans sombrer dans l'inefficacité. Pourtant, son approche se heurta à la bureaucratie américaine et aux instructions d'Eisenhower, qui privilégiaient la coopération politique à l'initiative individuelle. Patton, habitué à l'action directe et aux résultats concrets, considérait l'administration civile et la dénazification comme des tâches fastidieuses et exaspérantes, limitant sa capacité à façonner le destin politique et militaire de l'Allemagne d'après-guerre. Cette période d'après-guerre révéla une autre facette de Patton, celle d'un général talentueux pris au piège des enjeux politiques de l'occupation, où les victoires sur le champ de bataille ne garantissaient ni reconnaissance ni autonomie. Son héritage allemand d'après-guerre est complexe.
D'une part, il sécurisa des régions vitales, prévint des troubles majeurs et facilita une reconstruction efficace dans certaines zones. À l'inverse, ses actions et ses déclarations ont déclenché des tensions diplomatiques et alimenté des débats sur sa capacité à exercer de hautes fonctions en temps de paix. Néanmoins, la réputation de Patton comme l'un des commandants les plus audacieux et efficaces de la Seconde Guerre mondiale est restée intacte, confortant son image de chef qui, même dans ses fonctions administratives et opérationnelles, a fait preuve de pragmatisme, de franchise et d'audace, privilégiant l'action et un contrôle territorial efficace. Après la guerre, Georges Patton a conservé son énergie et son désir d'allier service militaire et histoire et culture européenne. Il a profité de la tranquillité de ses fonctions administratives pour parcourir diverses villes du continent, explorant non seulement des sites urbains renommés, mais aussi des lieux chargés d'histoire qui avaient été des champs de bataille. Il voyagea à Paris, Rouen, Chartres, Rheims, Verdun, Metz, Bruxelles et Stockholm, manifestant une vive fascination pour les édifices médiévaux, les champs de bataille de la Première Guerre mondiale et les monuments symbolisant la résistance et les triomphes militaires. Pour Patton, chaque voyage fut une occasion d'apprendre sur les tactiques, le commandement et les stratégies militaires historiques, nourries par la ferveur d'un érudit profondément ancré dans l'histoire militaire. Dans ses fonctions non combattantes, sa personnalité demeura intacte. Il resta franc et incisif, critiquant ouvertement la politique intérieure américaine, les décisions des supérieurs et les méthodes employées lors de l'occupation de l'Allemagne. N'hésitant pas à exprimer son mécontentement, il s'opposa fréquemment aux officiers supérieurs et aux responsables alliés, frustrés par la bureaucratie, la lenteur des efforts de reconstruction et l'influence soviétique sur la politique européenne. Malgré son efficacité à la tête des troupes et sa capacité à prendre des décisions rapides sur le champ de bataille, l'impulsivité et le manque de finesse politique de Patton étaient des aspects contrastés de sa personnalité après la guerre. Un événement tragique survint le 9 décembre 1945, lorsque la Jeep à bord de laquelle il voyageait entra en collision avec un camion conduit par le sergent Robert Thompson. Le choc lui causa de graves fractures cervicales et des lésions médulaires irréversibles. Transporté d'urgence à l'hôpital d'Heidelberg, il y resta plusieurs semaines. Malgré d'importants soins médicaux et intensifs, ses blessures étaient trop graves pour qu'il puisse s'en remettre. Habitué à surmonter les épreuves physiques et l'adversité, Patton se retrouva complètement immobilisé, souffrant de douleurs constantes et d'une paralysie totale suite à un accident. Transporté d'urgence à l'hôpital militaire d'Heidelberg, il subit de nombreuses interventions et traitements, tous vains. Pendant près de 2 semaines, il lutta contre d'atroces souffrances, tandis que sa famille, venue des États-Unis, était à ses côtés pour ces derniers instants. Son état s'aggrava en raison d'un œdème pulmonaire qui comprima fortement sa respiration, aggravant ses fractures et sa paralysie, et provoquant un arrêt cardiaque fatal. Durant tout son séjour à l'hôpital, ses proches et une équipe médicale dévouée tentèrent de l'aider dans ses derniers jours. Malgré leurs efforts, sa santé continua de se détériorer. Georges Patton succomba à une crise cardiaque le 21 décembre 1945 à 6 heures du matin, mettant ainsi fin à la vie de l'un des généraux les plus audacieux et les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Un œdème pulmonaire avait auparavant aggravé son état, affectant sa fonction respiratoire et affaiblissant son cœur. Dans ces derniers instants, Patton exprima le souhait d'être enterré parmi les hommes qu'il avait menés au combat, soulignant ainsi sa loyauté envers ses troupes et son esprit militaire. Son vœu fut exaucé, sa dépouille fut transférée au cimetière de Rheims, au Luxembourg, un lieu symbolique car c'est là qu'il orchestra la célèbre contre-offensive lors de la bataille des Ardennes. La mort de Patton marqua non seulement la fin d'une carrière militaire extraordinaire, mais aussi celle d'une personnalité complexe, un chef charismatique, controversé, audacieux et profondément sûr de lui, qui croyait fermement en sa mission historique. L'héritage de George Smith Patton Jr. a dépassé les frontières de l'Amérique et de l'Europe, faisant de lui l'un des généraux les plus illustres de la Seconde Guerre mondiale. Il est reconnu non seulement pour ses stratégies audacieuses et ses victoires sur le champ de bataille, mais aussi pour son caractère vibrant, controversé et unique. L'héritage de Patton dépasse largement les honneurs et les grades accumulés au cours de sa carrière. Sa vie témoigne de la force du leadership charismatique, de l'audace au combat et de la capacité à influencer significativement le cours de l'histoire. De son baptême du feu lors de l'expédition punitive contre Pancho Villa,
où il fit preuve d'un courage personnel en tuant des chefs vilanistes et en menant des actions audacieuses avec des forces minimales, à ses campagnes emblématiques en Afrique du Nord, en Sicile, en Normandie et au cœur de l'Allemagne, Patton est devenu le symbole du général capable d'allier avec brio rapidité, génie tactique et audace stratégique. Caractérisé par son impulsivité et son infatigable soif d'action, il suscita autant d'admiration que de controverses. Il n'hésitait pas à affronter ses supérieurs, à se disputer avec des alliés comme Montgomery ou à exprimer des opinions tranchées sur la politique internationale et les mouvements communistes européens, même au risque de compromettre sa propre avancement. Son audace, son esprit contestataire et son sens du spectacle firent de lui une figure médiatique avant même que le terme « célébrité » ne soit associé aux militaires. La notoriété de sa relation avec Guillermito, son style vestimentaire flamboyant et ses uniformes impeccables, ainsi que l'habitude de graver des encoches sur la poignée de son pistolet en souvenir de chaque victoire, contribuèrent à forger une légende personnelle qui dépassait largement le cadre militaire. Sur le champ de bataille, Patton fit preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la guerre mécanisée et de la mobilité. Ses victoires durant la Seconde Guerre mondiale ne résultaient pas seulement de sa bravoure, mais aussi d'une planification minutieuse prenant en compte la logistique, le terrain et les actions ennemies. Des opérations comme Cobra, la libération du bassin de la Ruhr et les offensives éclairs vers la Bavière et la Tchécoslovaquie témoignent de son talent pour allier sens stratégique et rapidité d'exécution, lui permettant de limiter ses propres pertes tout en infligeant des dommages considérables à des forces ennemies plus importantes. Son style de commandement privilégiait l'autonomie des subordonnés, une discipline rigoureuse et une motivation sans faille des troupes, convaincu qu'une force enthousiaste et dynamique pouvait surmonter tous les obstacles. Patton était également un érudit en histoire militaire, et l'influence de figures telles que Jules César, Scipion l'Africain, Hannibal et Jeanne d'Arc sur sa philosophie de la guerre et son style de commandement est manifeste. Il était profondément convaincu que la compréhension des stratégies et tactiques passées était essentielle à la réussite actuelle, et nombre de ses choix témoignèrent d'une application courageuse des enseignements de l'histoire. Ce lien entre passé et présent lui permit d'être un pionnier de la guerre blindée, renforçant ainsi des principes cruciaux pour les conflits futurs. Sa mort tragique et prématurée, suite à un accident de voiture en décembre 1945, n'altéra en rien sa grandeur ni son influence. Être inhumé au cimetière de Rame auprès des hommes qu'il avait commandés et libérés à peine un an auparavant symbolisait son attachement profond à ses troupes et sa conviction que les chefs devaient partager victoire et épreuve avec leurs hommes. Toujours célébré aujourd'hui, Patton se distingue comme un tacticien brillant et un soldat audacieux, ainsi que comme une figure culturelle emblématique incarnant le général américain résolu, flamboyant et héroïque dont la vie et l'œuvre continuent d'inspirer la recherche historique, le cinéma, la littérature et les documentaires. Son héritage exceptionnel allie un sens stratégique aigu, une ténacité inébranlable, une personnalité magnétique et une conception du leadership mêlant histoire, psychologie militaire et éthique de l'action rapide et énergique. Il fut un homme non seulement victorieux sur le champ de bataille, mais aussi bâtisseur de légendes. Un général qui avait compris que la guerre transcende le champ de bataille, englobant la perception, le moral des troupes et la capacité de réécrire l'histoire en un instant par l'audace. Toujours source d'études pour le commandement militaire, la stratégie de guerre mécanisée et la corrélation entre personnalité et succès dans l'histoire des conflits, Patton confirme son statut d'esprit parmi les plus brillants, mais aussi les plus controversés, de l'armée américaine et de l'histoire militaire mondiale. Bien plus qu'un simple général américain, Georges Patton était un stratège audacieux, un chef courageux et un homme à la personnalité légendairement explosive. De ses premiers combats lors de l'expédition punitive contre Pancho Villa à ses innovations dans la guerre blindée durant la Première Guerre mondiale, en passant par ses brillantes campagnes en Afrique, en Sicile, en Normandie et au cœur de l'Allemagne, Patton a marqué l'histoire militaire d'une empreinte indélébile. Son sens stratégique aigu, sa discipline inébranlable, son charisme indéniable et sa propension à la controverse ont redéfini le commandement au combat et ont fait de lui un modèle pour les générations futures de soldats. Tout au long de sa carrière militaire, il libéra des villes, vainquit des armées ennemies et suscita l'admiration et la crainte par son audace et sa ténacité, imposant un rythme implacable sur le champ de bataille. Tragiquement, sa vie fut brutalement interrompue par un accident de voiture en Allemagne. Son influence cependant perdure. Patton incarne la puissance,
l'agressivité calculée et le sens stratégique qui firent de l'armée américaine une force redoutable durant la Seconde Guerre mondiale. Par ses triomphes, ses affrontements et son charisme, Georges Patton restera dans l'histoire comme l'un des plus grands généraux de tous les temps, un homme qui incarna l'esprit combatif et une passion indéfectible pour la guerre jusqu'à son dernier souffle.